Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Sortie médiatique de la plateforme électorale des organisations de la société civile ce lundi 12 avril 2021. Face à la presse, elle a fait un bilan général de la présidentielle du dimanche dernier. La Fondation Fistula Group est en mission au Bénin pour des interventions chirurgicales et la formation des médecins locaux à suivre les explications du professeur Charles-Henri Rochard. Et puis la menace djihadiste s'étend dans le sud-est de l'Afrique après la prise d'un poste stratégique ce week-end au Mozambique. L'organisation terroriste État islamique a revendiqué l'attaque de ces derniers jours contre la ville de Palma. Bienvenue à toutes et à tous. Conférence de presse de la plateforme électorale des organisations de la société civile ce lundi 12 avril 2021. La porte-parole de la salle de situation électorale, Madame Fatoumata Batoko Zossou, a lu une déclaration préliminaire dont je vous invite à suivre un extrait à propos du taux de participation et les enseignements tirés et défis de cette élection présidentielle. Elle est au micro de Moriagua et Romaric Devouchi. La plateforme électorale a animé une salle de situation basée sur un déploiement de 1470 observateurs, présidée par une chambre de réponse. Cette salle de situation électorale a permis d'intervenir sur les situations suivantes: l'absence des forces de sécurité, l'absence de matériel de vote et des membres des postes de vote dans certains centres de vote, des cas de bourrage d'urnes, des votes multiples, de séquestration d'observateurs, d'intimidation d'électeurs et d'agents électoraux, du taux de participation. Au lendemain des élections, les données reçues de 1281 observateurs qui ont observé leur poste de vote du début à la fin, sur les 470 déployés, ainsi que les rapportages des localités dans lesquelles le vote n'a pas eu lieu, nous ont permis d'avoir les informations sur 502 270 électeurs inscrits. Le traitement des dites informations fait état d'un taux de participation globale de 26,47%, plus de 10,58% pour la participation des femmes. Ce taux tient compte de la décision DCC 21-074 du 11 mars 2021 portant prise en compte de 564 674 électeurs décédés selon les estimations de l'INSAE sur les 10 ans de l'ANEPI. De nos positions d'observation, le plus faible taux de participation, 0%, est enregistré dans les postes de vote non ouverts Tchaourou, Banté, Dassa, Savé, et la plus forte participation, 99,68%, est enregistrée au PV1, EPP Kenji, Zungame, Agégué, Wémé. Des enseignements tirés et défis. Au titre des leçons apprises, la salle de situation électorale retient que le caractère non inclusif de l'élection et la peur de la violence électorale le jour du scrutin ont été les deux causes majeures qui ont produit la faible participation des électeurs. Les violences préélectorales notées et leur ampleur sont aussi l'expression de frustration générée depuis 2019 par la conduite non consensuelle des réformes électorales et politiques. Le rejet de la concertation large et du dialogue entre les acteurs politiques dans la conduite des réformes politiques et électorales a, depuis 2019, transformé les relations politiques et poussé à des violences dont les conséquences impacteront longtemps la cohésion sociale au Bénin.
Et depuis dimanche soir, l'acheminement des cantines provenant des différents centres de vote a commencé et se poursuit du côté de la Sénat. Une équipe de EDN TV a assisté ce lundi à l'arrivée des cantines de l'arrondissement de Idigny, commune de Kétou. Suivons ici le coordonnateur de l'arrondissement de Idigny qui nous donne des précisions sur les modalités de réception des dites cantines à la Sénat. Au fait, quand je suis venu sur le terrain, j'ai constaté effectivement que tout ce qui a été dit à la formation a été respecté. Il n'y a pas eu d'encombrement dans l'enceinte de la Sénat. On est rentré dans l'enceinte en rang par numéro d'ordre d'arrivée. On est rentré dans l'enceinte. Suite à cela, chaque véhicule s'est garé et puis on a sorti les cantines provenant des postes de vote. Également, on a fait sortir ces cantines et puis il y a eu vérification de celui de la Sénat et puis il y a eu conformité, je crois, pour tout le monde. En ce qui me concerne, il y a une conformité. Et puis, suite à cela, la cantine de la Cour constitutionnelle a été dirigée vers la Cour. Suite à cela, on est allé, on a pris une fiche, un procès verbal de réception de cantine. Et cette fiche, on l'a transmise vers ceux qui doivent recevoir les chasubes et d'autres matériels qui sont encore avec nous. Donc, on les a transmis et ils ont accusé réception. Maintenant, suite à cela, il fallait vérifier tout au moins, lorsqu'on était sur le terrain, ce qui a été dit par radiophonie, la transmission radiophonique que nous avions fait chacun, on doit faire une vérification dans l'enceinte de la vérification. Donc, en ce qui me concerne, je suis rentré dans l'enceinte et puis il y a eu vérification. Il y a eu une conformité également au niveau de ce que j'ai présenté. Donc, suite à cela, je devais remettre les fiches d'émargement des membres du poste de vote. Donc, c'est ça que je n'ai pas encore fait. Je suis là. C'est pas que... Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a organisé dimanche soir une nuit électorale qui a réuni les responsables à divers niveaux du parti, une rencontre au cours de laquelle les participants ont effectué un débriefing du déroulement du scrutin présidentiel. Occasion pour la présidente Claudine Afiavi-Prudencio de faire le point et de parler de ses aspirations pour le pays. Le scrutin s'est déroulé sans difficulté, sans violence. C'est une fierté. C'est une fierté. Il faut dire que les gens sont sortis parce qu'après notre vote aujourd'hui, on a pris effectivement notre bâton de pèlerin pour gongonner, demander quand même à nos leaders sur le terrain de sortir pour quand même passer de maison en maison, pour demander aux gens de sortir enfin pour voter. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont allées quand même à l'église, au culte, etc. Donc, ces personnes, après le culte, ces personnes sont sorties pour voter. Et il faut dire que dans tous les bureaux de vote que nous avons sillonnés aujourd'hui, nous avons vu les forces de défense et de sécurité. Ce qui nous a énormément fait plaisir parce que j'ai appris que le pays est hautement sécurisé, effectivement, je l'ai constaté de visu. Donc le pays est sécurisé, il y a plus de peur que de mal. Et le petit groupe qui a recruté de mercenaires et autres, de drogués pour que ce scrutin n'ait pas lieu, mais je crois que
le Bénin est resté le Bénin et ce scrutin a eu lieu sans violence et nous sommes très satisfaits. Le chef de l'État est quelqu'un qui a sa tête sur les épaules. Il est béninois, il sait que le Bénin est un et indivisible. Il ne fait pas du tout la part des choses. C'est un chef d'État qu'il faut encourager. Vous avez vu tout ce qu'il a réalisé dans le pays? On n'en a pas vu depuis de 1990 à 2016. On n'en a pas vu. Mais pourtant, c'est dans les caisses de l'État qu'il puise l'argent de ces réalisations-là. Donc, ce groupe qui recrute des mercenaires et autres n'a qu'à nous laisser travailler. Nous voulons un pays développé. Nous voulons un pays développé. Moi, je suis béninoise, née au Bénin. Je n'ai pas deux pays. Donc, les gens n'ont qu'à nous laisser travailler dans notre pays. Le Bénin appartient à nous tous. Parlons santé à présent, il redonne le sourire aux femmes atteintes de la fistule obstétricale dans le monde. En visite au Bénin dans le cadre d'une énième mission d'intervention chirurgicale et de formation des médecins locaux, le professeur Charles-Henri Rocha, accompagné de quelques membres de Fistula Group, une fondation genevoise qui collabore avec celle de Claudine Talon, était à la fondation Espace Afrique Sievra qui abrite les médias Eden TV Diaspora FM, au thème de cette visite de courtoisie effectuée au nom de la grande amitié qui existe entre les promoteurs des 10 médias et l'urologue. Le professeur Charles-Henri Rocha a donné plus de précisions sur les objectifs de sa mission au Bénin. Il est au micro de Carole Olaye et Denis Marouya. Nous avons un programme dans le domaine des fistules obstétricales. C'est une maladie des fois méconnue, parfois cachée, taboue, qui concerne des femmes, souvent très jeunes, qui ont eu des problèmes à l'accouchement et qui sont en fait détruites au niveau de leur intimité. Et nous avons pour mission de les réparer, pour leur redonner, si possible, leur dignité. Alors, nous devons conduire une mission de réparation de fistules obstétricales à Tangueta, donc au nord du pays. Nous sommes en attente de pouvoir monter dans le nord. Là-bas, nous avons beaucoup de femmes qui nous attendent, également des collègues pour apprendre cette chirurgie et des collègues formateurs de la sous-région. Ce sont des campagnes généralement de 10 jours d'opération où nous travaillons à 3 équipes, ce qui permet d'opérer un grand nombre de femmes simultanément. Mais étant donné que le nombre de lits est quand même limité, c'est pour ça que généralement nous ne dépassons pas une 50aine d'interventions. Il faut dire que je collabore depuis quelques années avec la fondation Claudine Talon, qui fait partie maintenant de notre prise en charge globale, puisque cette fondation s'occupe de réinsérer ces patientes une fois qu'elles sont guéries, pour leur apprendre un métier, leur donner une activité génératrice de revenus. Et ça, c'est important. Le reste de notre programme, c'est donc des opérations de chirurgie, c'est donc de la formation de médecins nationaux et c'est évidemment la prévention. Donc le message à passer, c'est ça, c'est qu'il faut s'occuper des zones rurales. C'est là qu'il y a le plus de problèmes, chez les plus pauvres, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'accès à la césarienne. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est réparer des dégâts qui sont produits par manque d'accès à la césarienne. L'actualité sur le continent à présent, la menace djihadiste s'étend dans le sud-est de l'Afrique après la prise d'un poste stratégique de ce week-end au Mozambique. L'organisation terroriste État islamique a revendiqué l'attaque de ces derniers jours contre la ville de Palma, dans le nord du Mozambique. Des centaines de personnes fuient toujours la zone des combats. Depuis plusieurs années déjà, cette partie de l'Afrique est confrontée à des groupes armés particulièrement actifs. Un avion des Nations Unies se pose sur l'aéroport de Pemba. À son bord, des adultes et des enfants originaires de Palma dans le nord-est du pays. Depuis mercredi, cette ville est le théâtre d'une violente attaque d'un groupe djihadiste. C'était un moment horrible, un vrai massacre. Aucun d'entre nous n'aimerait y retourner. Beaucoup de gens sont morts.
Nous sommes allés à l'hôtel Amarula où nous sommes restés 2 ou 3 jours encerclés par les terroristes. Après 4 jours sans manger, nous avons décidé de partir et d'aller dans la forêt pour nous échapper. Certains collègues blancs ont perdu la vie. La défense mozambicaine a fait état dimanche soir de dizaines de morts parmi les habitants de Palma. Au moins une centaine de personnes restent portées disparues et des milliers d'autres sont enfuis dans cette ville qui comptait plus de 70 000 habitants avant l'attaque de mercredi dernier. Une attaque revendiquée ce lundi par les djihadistes du groupe Al-Sunna ou Al-Jamo ou Al-Shebab, affiliés à Daesh. Ils contrôleraient désormais banques, bureaux gouvernementaux, usines et casernes de l'armée de Palma. Une ville stratégique, située à seulement 10 km à peine d'un méga-projet gazier de plusieurs milliards d'euros, piloté par le groupe français Total. Le géant énergétique, qui espérait une reprise des travaux de construction du site, a finalement renoncé. L'Organisation des Nations Unies s'est dite lundi, je cite, profondément préoccupée par la situation toujours en évolution à Palma, tandis que Washington, de son côté, déclare être déterminé à assister le gouvernement mozambicain pour lutter contre les djihadistes, sans pour l'heure préciser de quelle manière. La France s'interroge sur la tenue ou non des élections régionales et départementales en raison de la crise sanitaire. Le président Emmanuel Macron a tranché. Ces élections devraient avoir lieu comme prévu en juin prochain. Face au tollé pour un éventuel report, l'exécutif a bien l'intention de se plier à l'avis général des maires de France. Le Premier ministre devrait le confirmer ce jour devant l'Assemblée nationale à l'issue d'un débat avec les députés demain devant le Sénat. La question leur a été adressée par les préfets. Oui ou non, les conditions préconisées par le Conseil scientifique sont-elles réunies pour tenir les 2 scrutins du mois de juin? C'est donc à cette question que les maires de France ont été sommés de répondre. Une consultation en vue du débat parlementaire qui devrait s'ouvrir demain et qui portera donc sur la question d'un nouveau report ou non des régionales et départementales. Le Conseil scientifique a lui émis une série de recommandations en cas de maintien du scrutin. Il préconise par exemple de solliciter les personnes vaccinées pour la tenue des bureaux de vote. Il suggère aussi que le vote se fasse en extérieur et enfin il préconise un nettoyage strict des établissements mobilisés. Alors cette consultation, elle a du mal à passer, à commencer chez les premiers intéressés, les maires. Cet avis ne saurait faire porter aux maires la responsabilité d'une décision qui relève entièrement de celle de l'État, peut-on lire dans un communiqué de l'AMF, l'Association des maires de France, présidée par François Baroin. Plusieurs élus ont dénoncé ce qu'ils appellent une instrumentalisation des maires. C'est le cas par exemple du président du groupe PS au Sénat. Réaction aussi sur la question centrale, à savoir le maintien ou non de ces élections. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est prononcé pour le maintien des élections, a prévenu si le gouvernement présentait un projet de loi pour les reporter, il saisirait le Conseil constitutionnel. Son homologue à l'Assemblée nationale, lui, Richard Ferrand, s'est dit en faveur d'un report du scrutin, tout comme le maire LR de Nice, Christian Estrosi, pour qui la seule campagne qui doit prévaloir est la campagne vaccinale et non électorale. Vous l'aurez compris, le débat est donc loin d'être tranché. Et puis les États-Unis, en plein procès de George Floyd, la ville de Minneapolis est de nouveau sous haute tension après la mort d'un autre Afro-Américain. Il a été tué dimanche par la police lors d'un contrôle routier. Depuis, un couvre-feu a été imposé ainsi que l'état d'alerte. Joe Biden appelle au calme. La colère n'est pas retombée à Minneapolis. Après la mort de Daunte Wright, un jeune Afro-Américain abattu ce dimanche par la police lors d'un contrôle, la ville a connu une deuxième soirée de heurts entre population et forces de l'ordre. Un nouveau drame qui passe mal auprès des habitants. Nous manifestons pacifiquement. Nous n'allons pas continuer à accepter que la police tue des Noirs sans raison, sans contrôle routier, sans problème de santé mentale. Donc c'est juste la façon que nous avons appris à être solidaires et à montrer que nous sommes debout pour une cause. Cela continue à se produire. Il est accablant de devoir se réveiller et de voir qu'un jeune homme noir a été assassiné par les forces de l'ordre. J'ai 25 ans, cet homme avait 20 ans, Daunte Wright avait 20 ans, il aurait pu être mon petit frère.
Pour éviter tout débordement supplémentaire, Minneapolis a instauré un couvre-feu dès 19 h. Mais des dizaines de manifestants étaient toujours présents lundi soir face au commissariat de Brooklyn Center, la ville voisine où a eu lieu l'événement tragique. Les forces de l'ordre ont de leur côté communiqué par le biais du chef de la police locale, jugeant cette mort accidentelle. Selon ce dernier, l'agent responsable de la mort de Daunte Wright aurait confondu son arme à feu avec son taser. Son nom n'a pas été rendu public, contrairement à l'enregistrement vidéo du drame. Une affaire qui a poussé Joe Biden à prendre la parole. Je n'ai pas appelé la famille de Daunte Wright, mais mes prières se tournent vers eux. Ce qu'il s'est passé est vraiment tragique, mais je pense qu'il faut attendre de voir ce que nous dira l'enquête, l'intégralité de l'enquête. Nous savons que la colère, la douleur, la souffrance qui existe chez les personnes noires dans ce contexte est réelle, sérieuse et importante. Mais cela ne justifie pas la violence ni les pillages. À la suite de ce drame, le sport a également été mis à l'arrêt dans la ville. La NBA, la Ligue majeure de baseball et la Ligue nationale de hockey ont décidé de reporter les rencontres prévues tout en présentant leurs condoléances. Enfin, la mère de Daunte Wright a pris la parole pour demander un retour au calme. Reste à savoir si elle sera entendue. Nouvelle bavure policière qui intervient donc en plein. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.